je vous propose maintenant qu'on passe directement au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir comment les DNVB se différencient dans leur branding et ça leur permet de toucher une nouvelle génération. J'ai volontairement scindé en 5 grands thèmes. Il y en a plus, c'est pas exhaustif, mais je trouve que c'est les 5 vraiment plus importants qu'on peut balayer dans le temps qui est imparti. Donc du coup, voilà, on va regarder un peu ces 5 gros sujets pour les aborder, les détailler avec des cas pratiques pour qu'on soit vraiment hyper concret. Donc le premier, c'est le positionnement différenciant des DNVB. Donc comment elles se positionnent? Souvent, un des marqueurs des DNVB, c'est de challenger le statu quo. C'est-à-dire qu'on va aller à l'encontre de ce qui se fait d'habitude, on va un peu bousculer les codes. On va voir avec des exemples très concrets. L'idée, c'est de ne pas faire comme on faisait avant, c'est un peu de mettre un coup de pied dans la fourmilière. L'autre positionnement, c'est sur l'innovation. Donc, par exemple, quand 900 Care, qui est une marque de produits d'entretien, d'hygiène, pardon, ils vont inventer le savon en pastille dilué dans l'eau parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que il n'y a pas besoin de vendre l'eau, mais simplement les produits, les substances actives. Donc, il va y avoir un peu d'innovation produit. Il va y avoir aussi de l'innovation dans la manière de délivrer son produit, puisque les DNVB, je suis partie du principe d'ailleurs que tout le monde savait ce que c'était, mais donc les caractéristiques d'une NVB, c'est d'être native, d'être né sur le web et d'être native, et donc du coup de distribuer souvent en direct aux consommateurs, même si on voit qu'aujourd'hui elles sont en pleine expansion et qu'elles se retrouvent dans la grande distribution, en retail aussi en propre. Mais de base, leur force, c'est de distribuer en directement aux consommateurs et de maîtriser toute la chaîne de valeur. Donc, si on va sur des exemples concrets, donc là, j'ai mis Gemio, qui est une marque de joaillerie qui s'est lancée il y a plus de 10 ans maintenant et qui a remis en question le statu quo, qui se disait, mais comment, enfin, on peut avoir de la très belle joaillerie avec un travail de joaillier, mais le proposer à un prix juste. Et c'est d'ailleurs souvent quelque chose qui revient dans le positionnement des DNVB, cette notion de prix juste, donc de maîtriser toute la chaîne de valeur et de proposer des produits qui soient faire pour les producteurs, faire pour le consommateur et que la marque puisse s'y retrouver. Donc souvent, il y a une grande transparence aussi autour de la proposition de valeur des DNVB. Évidemment, on fait des énormes généralités. Il y a plus de 400 DNVB en France, donc il y a toujours des exceptions et des DNVB qui ne vont pas être dans ce moule-là, mais de manière générale, c'est le cas. En tout cas, Gemio, ça a été l'une des premières marques de joaillerie à bousculer justement un peu le statu quo. Je vous ai mis l'illustration qui était une de leurs premières campagnes de publicité dans le métro, qui montrait un petit chaton rose. Enfin, c'était complètement à l'antithèse des codes de la joaillerie de l'époque qui étaient là pour faire rêver ou donner confiance. Là, c'était juste un petit chaton mignon, mis en rose, enfin, quelque chose qui avait été jamais vu. Les deux exemples suivants, c'est l'innovation souvent sur la manière de délivrer le produit au consommateur. Donc là, June, c'est une marque pour bébé qui s'est vachement élargie, mais qui au départ proposait des couches et qui a été la première à proposer des couches en abonnement. C'est pareil, l'abonnement, c'est souvent une composante des DNVB qui est proposée. Et donc là aussi, on va aller un peu bousculer les codes du marché parce que ça n'existait pas. Et en fait, la fondatrice s'est dit, attends, en fait, moi, je suis toujours en galère de couches. Il faut toujours que je pense à est-ce que j'ai assez de couches. Et en fait, c'est une charge en plus pour les parents. Donc, non, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va définir chaque parent va pouvoir définir son besoin en couches et automatiquement le recevoir pour jamais ne plus devoir retrouver des couches à 20h un dimanche. Pareil pour Teddy Bear qui s'est dit mais en fait les matelas c'est un enfer à transporter, souvent il faut louer un camion, enfin quand on va les acheter c'est pas possible. Nous on va les vendre en ligne et ils vont être livrés hyper facilement puisque comme on le voit, je pense pas que vous voyez ma souris, mais puisqu'on le voit c'est dans un carton
qui est assez compact. Et puis, en fait, le matelas va se dérouler. Et le client va pouvoir donc le transporter le monter chez lui s'il est livré en bas très facilement. Donc, voilà un peu le positionnement des DNVB qui va être donc ce qui est important de retenir pour leur branding, c'est de se dire, je ne veux pas faire la même chose que tout le monde. J'ai une raison d'être, ce que souvent on appelle le why, qui est ultra fort et ultra marqué. Et je ne vais pas juste créer un produit de plus qui est un peu mieux. Et ça, fondamentalement, et pour le coup, j'ai échangé avec beaucoup de marques quand j'étais chez Digital Native Group, notamment en cosmétique, les marques de cosmétiques qui se créent, qui disent juste, bah, moi j'ai mis un ingrédient en plus ou en moins, ou bizarre. Mais en fait, non, c'est pas le cœur. Une DNVB, c'est pas juste le fait d'être sur Internet, il y a aussi cette notion de la DNVB qui fonctionne, d'être différenciant, de dire je vais inventer quelque chose qui soit bouscule les codes actuels, qui challenge le statu quo, soit qui sont ultra innovants. Ouais. Qu'en termes de de stratégie marketing, on n'est pas du tout dans du push, mais beaucoup dans du pull. C'est-à-dire que c'est pas d'abord j'ai des équipes de R&D qui vont dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait créer qui pourrait être sympa, bah tiens, on l'a créé, c'est génial et on va le pousser sur le marché, voir comment ça réagit, ce qui est plutôt la manière de fonctionner des grands groupes et des groupes traditionnels. Les DNVB vont aller à l'inverse, elles vont souvent créer, on va effectivement revenir derrière, mais des communautés avant même qu'un produit existe, créer le produit, co-créer le produit avec la communauté. Ça a été le cas de Glossier aux États-Unis, qui est l'une des premières DNVB qui a été en perte de vitesse cette année sur tout ce qui était retail physique, mais qui performe toujours aussi bien en digital. C'est de se dire, OK, en fait, c'est quoi le problème qu'on met au consommateur? Et ça, c'est vrai que c'est une approche que Zoé, tu dois bien connaître, puisqu'il y a une formation product au sein de Maria School. On part en fait vraiment du besoin consommateur et pas tiens, moi, ça me ferait plaisir de faire ça. Ou moi, j'ai un problème. Non, on va d'abord valider que le problème, il n'y a pas que moi qui l'ai, qu'il est partagé par suffisamment de personnes pour qu'on puisse créer un produit qui soit adapté. Si on revient sur 900 Care, il n'y a aucun consommateur, on est d'accord, qui avait un problème de se dire « Ouh là là, j'achète un produit qui a de l'eau dedans ». En revanche, quand on dit au consommateur, attends, en fait, au lieu de te trimballer de tes courses 1 litre de bidon, que en plus ça va produire du plastique, tu vas devoir le jeter, le racheter après, en vrai, ça n'a pas de sens. Tu as juste besoin des produits actifs. Le consommateur alors effectivement, ça touche une certaine cible, qui va se dire, bah oui, attends, en fait, je suis pas obligée de pourrir la planète à chaque fois, je suis pas obligée de me porter mon bidon de savon à chaque fois. Bah super. Du coup, je vais faire ça. On a aussi, je crois pas que j'en parle, donc je peux en parler, de Spring, qui est dans des lessives, qui a exactement eu la même démarche sur cette catégorie de produits. Se dire, mais attends, pourquoi on va acheter plein de bidons de lessive tout le temps, alors qu'en fait, on n'a pas besoin, on a juste besoin des principes actifs. Et du coup, Spring a ultra concentré ses produits dans des toutes petites capsules qui valent les grandes et qui sont conditionnés dans des toutes petites boîtes en carton qui peuvent aussi, ils se sont développés sur un modèle d'abonnement où pareil, vous n'êtes plus obligé de penser à votre lessive, elle arrive directement dans votre boîte aux lettres. Ils ont travaillé longtemps pour pouvoir avoir justement un packaging adapté. Donc l'idée, c'est de se dire, OK, mon consommateur, il a un problème, ou alors il y a des produits qui existent et auxquels on est habitué et on ne se pose plus la question de attends, comment on peut faire mieux, soit pour des valeurs éthiques, on va le voir notamment dans tout ce qui est de la mode, tout ce qui est fashion, et comment en fait je vais servir davantage mon consommateur et lui permettre d'être plus aligné avec ses valeurs. Donc le deuxième, c'est une transition. Merci Hugo. C'est toujours cool de savoir que ce qu'on dit, c'est à peu près clair. Du coup, on va passer donc sur les engagements, parce que ça, comme je l'ai commencé à le dire dans le positionnement, c'est hyper au cœur des DNVB. C'est les engagements qui vont avoir soit sociétaux, soit environnementaux, et très souvent les deux. Ce qui est ultra important de préciser, c'est que là, on n'est pas dans du greenwashing. Les vrais DNVB qui se différencient, c'est des engagements qui sont sincères
et qui sont portées. C'est-à-dire que celles qui essayent de faire semblant se le prennent souvent en retour de bâton. Et ça, c'est les consommateurs d'aujourd'hui, ils sont plus dupes. C'est pas parce qu'on met un produit en verre qu'on va se dire que c'est bien. Et ils vont souvent remonter toute la chaîne. Donc pour les DNVB, c'est beaucoup plus facile que pour les acteurs traditionnels parce qu'ils maîtrisent toute la chaîne de valeur, souvent de la production jusqu'aux mains du client. Mais pour autant, ce n'est pas impossible dans plein d'autres cas. Effectivement, on a pu le voir avec Balance ta Startup qui a permis de mettre en lumière certaines entreprises qui n'étaient pas aussi reluisantes que ce qu'elles voulaient laisser entendre. Donc, quand on parle d'engagements sociétaux, ça va être effectivement de respecter les producteurs, de respecter vraiment toute la chaîne de valeur, donc les producteurs, mais aussi, pour Balance ta startup, les personnes, les humains qui travaillent au quotidien pour les marques. Et les engagements environnementaux qui, là, sont un petit peu plus, je pense, entendus pour tout le monde. Respire, c'est un engagement qui est sur la santé des hommes. Je pense que tout le monde connaît cette marque de cosmétiques qui est partie de la tumeur bénigne que Justine Houtot, qu'on a découvert sur la cofondatrice de Respire sous les selles, et qui du coup s'est dit, mais attends, en fait, pourquoi tout le monde se met des déodorants qui lui pourrissent la santé? C'est pas possible, et en fait, il n'y a pas une offre qui est très chouette sur le marché, donc je vais développer. Donc aujourd'hui, elle a une gamme de cosmétiques qui est assez large, des produits qui sont respectueux de l'homme. On a aussi des engagements environnementaux et sociétaux par 1083, qui est une marque de jeans qui s'appelle de cette manière puisque le jean n'est pas fabriqué à plus de maximum 1083 km de chez vous. C'est-à-dire que c'est une production française. Ils ont resitué la production de jeanerie en France, parce qu'il faut savoir que à part 1083, il me semble que peut-être Patine, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, elle a une production très sourcée. Et voilà, quelques marques vraiment, il n'y en a pas beaucoup en France. Le jean est souvent fait à l'étranger, avec en utilisant énormément d'eau. 1083 a créé ses usines de production pour avoir un jean qui soit le plus respectueux possible de la planète. Et après, il y a des engagements aussi plus larges, plus sociétaux, et je voulais vous parler d'un Fine, qui est un sex toys féminin, qui va en fait complètement décomplexer les femmes sur l'utilisation de ce produit-là. Et j'aime bien aussi parler de cet exemple parce qu'on parle souvent d'environnement ou de protection des producteurs, mais un peu de la même manière que Respire, je trouve que c'est aussi important de dire ce que la marque va permettre aux consommateurs aussi. C'est-à-dire que là, c'est l'émancipation de la femme. Je trouve que c'est un sujet qui est aussi hyper important dans son plaisir, dans le fait que c'est pas sale. Donc, les produits sont livrés avec un petit manuel qui est ultra clean. Où c'est pas des images, voilà, c'est super bien dessiné, qui va expliquer aux femmes comment en fait elles peuvent aussi devenir un peu autonomes sur ce sujet. Donc ça, c'est des engagements de marque. Il y en a toutes les DNVB, enfin toutes les belles DNVB en ont. Ils sont encore une fois très sincères et partagés. Et les DNVB ne vont pas, enfin si elles vont sur des sujets qui ne sont pas vrais, style un Made in France un peu bâtard où en fait il n'y a que l'étiquette qui est cousue en France, souvent elles se le reprennent et elles ne durent pas très longtemps. Donc des DNVB engagés, il y en a pléthore. Et c'est encore une fois hyper vécu. Par exemple, il y a aussi, je pense aussi, je ne l'ai pas mis là, mais l'Amazuna, donc, qui est qui est une des premières marques d'ailleurs de cosmétiques solides, donc elle fait des shampoings solides, des savons solides, et qui aujourd'hui est partie de Paris depuis un moment et qui est en train de créer un écolieu je sais plus, dans un coin en France. Et elle a créé tout un bâtiment donc éco-responsable qu'elle va partager. Donc voilà, c'est vraiment et elle a embarqué ses salariés qui l'ont suivi avec elle parce que c'est vraiment c'est tellement un engagement fort de la marque, c'est tellement au cœur aussi de son positionnement que les personnes qui travaillaient pour cette marque, qui du coup partageaient ces mêmes valeurs, se sont complètement retrouvées dans le projet de la fondatrice de ce déménagement et de vivre dans cet écolieu et de changer un peu ce style de vie. Pour vous dire à quel point parfois les engagements sont forts et sincèrement partagés.
On va passer au troisième point et vous voyez qu'en fait, toutes les rubriques sont hyper connectées les unes entre elles. Donc, l'identité. Qu'est-ce qui fait aussi l'aura d'une DNVB? C'est son branding et par branding, la capacité de la marque à véhiculer son message à travers son identité visuelle et de discours. Les DNVB vont travailler sur... Merci Fabrice. Vont travailler sur un branding global. Il y avait un concept que j'aimais bien. On parlait de marque fluide, c'est-à-dire que c'est un concept selon lequel la marque est au-dessus et régie en fait et en accord avec la vision d'entreprise et découle dans tous les services. Et en fait, c'est ce qui fait la force des DNVB, c'est que souvent, c'est des startups, elles sont petites, et donc elles peuvent avoir cette vision de marque très très forte sur tous leurs services. Quand je dis sur tous leurs services, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la communication dit la même chose, bon, évidemment que le marketing, mais que les commerciaux, mais aussi que les RH, mais aussi que le service après-vente, enfin, toutes les entités qui construisent l'entreprise, qui participent à l'entreprise, sont alignés autour d'une vision commune. Et donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur cette slide. Quand je parle d'identité, on parle de visuel. Évidemment, tout le monde pense au logo, aux jolies images qu'il y a sur le site internet ou sur la page Instagram. Mais c'est aussi le discours, c'est aussi la manière d'être de la marque qui en fait son identité. Et à ce titre-là, il y a une entreprise qui s'est créée il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Juliette, qui est une entreprise qui fait pareil de la cosmétique, qui est d'un point de vue branding excellente. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment créé pour le coup une marque avec sa propre identité à la fois graphique et de discours. Ils ont créé un univers de marque. Donc pour moi, c'est ça une marque a une bonne identité, c'est une marque qui a réussi à créer tout un univers. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Ils communiquent beaucoup sur LinkedIn et justement la cofondatrice sur la manière dont elle a pensé le branding. Donc, ils ont cet univers de on est sur un bateau pour faire des cosmétiques qui soient plus durables. Et donc, du coup, tous les produits, donc vous êtes des matelots en tant que consommateur. Et sur leur fiche de poste RH, c'est exactement pareil. Leur service après-vente, c'est pareil. Enfin, tout est ultra cohérent. Et ça, la cohérence du branding des DNVB, c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire que peu importe le touch point du consommateur avec la marque, il va avoir le même ressenti. Contrairement, par exemple, aux institutions, aux marques, par exemple, de télécom, où quand vous appelez le service client, c'est une catastrophe, ou les banques. Vous avez toujours un espèce d'écart énorme entre ce qu'on va nous promettre et la manière dont on va nous parler et le service après-vente. Là, d'ailleurs, je vais me permettre d'insister sur ce point-là parce que le service après-vente, je l'ai vu dans beaucoup de grands groupes, c'est souvent vraiment le service dont on ne veut pas entendre parler. C'est souvent ce qui est un peu mis sur le côté. D'ailleurs, si on peut l'outsourcer et que ça soit fait ailleurs et que ce ne soit pas dans l'entreprise, c'est encore mieux. Et puis, si on peut même le délocaliser à l'étranger, c'est encore mieux parce que ça coûte moins cher. Et en fait, à mon sens et l'expérience que j'ai, c'est une énorme erreur parce que votre service client, c'est le cœur de votre activité. C'est les personnes qui sont en contact direct avec vos clients qui vont du coup transmettre très directement et beaucoup plus que n'importe quelle campagne de communication qui vous êtes, ce que vous êtes, comment vous vous souciez de vos clients, de vos consommateurs ou de vos prospects. Et c'est surtout eux, si vous avez un bon service client, qui vont pouvoir vous faire remonter des informations ultra importantes pour faire évoluer votre offre et vos produits. Donc voilà, petite parenthèse sur le service. Je me permets juste de rebondir dessus, parce que c'est un sujet qui revient souvent quand même. On l'a abordé déjà dans un autre événement là récemment. Euh, et puis je pense qu'on l'a tous aussi vécu. Donc c'est assez important. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est sur cette notion, le service client de plein d'entreprises actuelles. Tu passes d'abord par une étape où en fait déjà tu ne trouves pas le numéro du service client sur Internet. On te fait d'abord passer par une FAQ. Si tu ne trouves pas la question, tu as un chatbot. Et finalement, si le chatbot ne répond pas à ta question, peut-être tu auras la chance de tomber sur un numéro de téléphone et du coup d'avoir quelqu'un au bout du fil.
D'un côté, je suis pour parce qu'évidemment, ça dégorge, enfin, ça te permet de, s'il y a des questions qui peuvent être répondues avant, autant le faire en asynchrone. Mais quel est ton point de vue dessus, sachant que du coup, parfois, ça peut nuire à l'expérience utilisateur finalement. Moi, je suis très pour les bots là-dessus, bien fait. C'est-à-dire qu'effectivement, de trier, de rediriger. Et en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait un maximum d'échanges. Tu vois, je pense qu'au-delà de, je sais pas, 3 4 messages, en fait, c'est que le bot, il n'a pas réussi à répondre à la question. Et donc, dans ce cas-là, tu es rebalancé sur un service client avec un humain. C'est-à-dire que parfois, tu cherches quelque chose et effectivement, enfin, même toi, en tant que consommateur, tu n'as pas forcément envie d'avoir un humain, de lui expliquer ton problème, tout ça. Enfin, c'est pareil, c'est painful aussi pour le consommateur. Donc, si on a un bot qui peut lui répondre en 3 réponses, OK, c'est quoi le master, enfin, ton gros sujet, tout ça, est-ce que c'est ça que tu voulais comme réponse? Oui, trop bien, c'est génial. Non, bah tiens, voilà, un conseiller va prendre contact avec toi. Je trouve, moi, que c'est encore le mieux, c'est pas d'attendre au téléphone, c'est de dire quand est-ce que tu veux être appelé. Totalement. Donc, en fait, si tu veux être appelé dans 1 heure, ou en fait, bah non, dans 1 heure, sujet très, très en ce moment, je dois nourrir mon fils, donc ça ne m'arrange pas du tout. En fait, j'aimerais mieux que ce soit dans 2 heures, ou dans 3 heures, ou demain. Et en fait, j'ai le service client qui va me rappeler. Et là, c'est génial parce que du coup, bah, c'est un moment qui me convient. J'ai pas la sensation d'avoir eu la musique d'ascenseur pendant 20 minutes. Enfin, c'est top. Enfin, pour moi, à mon sens, c'est ce qui est le mieux. Et, et effectivement, encore une fois, d'avoir la personne de l'autre côté qui soit hyper au courant, et ça se sent tout de suite en fait, de l'entreprise et qui ait le même discours de marque. Typiquement, expérience récente, la SNCF, ils ont refait leur Ah, site internet. C'est un carnage. Enfin, on ne peut pas réserver un billet de train, donc c'est quand même un peu compliqué. Et pour le coup, bah, là, j'ai eu de la chance de tomber sur une opératrice. Alors, effectivement, après avoir essayé 12 fois le bot qui me dit de revenir à la FAQ, puis la FAQ qui te redit de venir au bot, mais je suis tombée sur quelqu'un de ultra agréable, ultra sympathique, hyper au courant du sujet, qui du coup, bah, en fait, au final, j'ai pas une expérience négative du SAV. Et même si j'étais hyper énervée, parce que j'ai quand même mis 3 jours pour réserver un billet de train, j'étais hyper satisfaite. Et donc, ça a en fait complètement balayé l'expérience négative que j'ai eue. Et ça, du coup, c'est vrai que je suis désolée, on diverge un peu du branding, mais j'ai vu au début que souvent, c'est des personnes qui ont monté leur projet. Et du coup, bah, je trouve que c'est important pour le coup d'aborder ça. C'est votre SAV, c'est ce qui est le plus important. Par exemple, en hôtellerie, euh, un client pas content de son séjour, mais à qui on a trouvé une solution, je crois qu'il est 70% plus fidèle qu'un client qui est juste content. mm, mm. Et alors, celui qui n'est pas content et qui n'est pas content du tout, il ne revient jamais. Et en plus de ça, il le dit à tout le monde. Donc, vraiment, soigner son SAV, pour moi, c'est juste hyper important. Voilà, sur la partie SAV. Si on revient sur l'identité, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, important d'avoir un univers de marque global. Vous prenez, c'est un exercice fastidieux mais utile. Vous dites, OK, bah, du coup, on va faire toute la customer journée. Où est-ce que mon client peut me voir? Mon prospect peut me voir. Alors, il peut me voir sur Internet, sur ça. Il peut peut-être me recevoir dans sa boîte aux lettres. Donc là, c'est le cas d'Épicure. Donc, quand je reçois le produit, bah, c'est pareil. Je ne vais pas juste envoyer mon produit comme sur Amazon dans un carton où il est tout qui se balade et il arrive un peu défoncé. Bah non, je vais le recevoir avec un petit message personnalisé, avec des petits... des cales dédiées. Et puis, je vais aussi mettre des petits mots sympas pour avoir cette proximité qu'ont les DNVB avec leurs consommateurs. Je vais ensuite, peut-être que bah, mon consommateur il va me voir sur Instagram, donc bah, merci Andy. Leur Instagram, il est cohérent avec leur site, il est cohérent avec, pareil, les produits que vous allez recevoir. Quand vous allez au magasin, vous avez une PLV qui est cohérente avec des arcs-en-ciel, des paillettes. Donc, voilà, ce qui est important, c'est de créer tout cet univers et que le discours soit le même. Et du coup, c'est pour ça que je parlais du SAV, c'est que c'est un des points de la customer journée, c'est que bah, votre client, parfois, il n'est pas content. Parfois, c'est de votre faute, parfois, c'est pas votre faute. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en ligne
avec les valeurs de l'entreprise et qui soit ultra bien formé. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui connaît à peine votre entreprise ou à qui on a fait 3 feuilles de questions-réponses standard. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui est capable de rassurer votre client. Et c'est le meilleur moyen de le fidéliser. Voilà. C'est l'incarnation, quoi, en fait. Exactement. Exactement. Et aussi, un dernier petit mot sur les DNVB. Il y a des codes, hein, concrètement, sur les DNVB. C'est toujours un peu dans des tons pastels, des petites formes un peu abstraites, tout ça. Là-dessus, moi, je ne suis pas spécialement pour. Dans le sens où on tombe vite sur ce qu'on appelle des blend brands. C'est des marques en fait où du coup tout se ressemble. Et du coup, bah, ça ne sort pas du lot. Et l'idée, c'est quand même de sortir du lot. Et je trouve que quand vous avez un bon positionnement de marque, ce qu'on a vu au début, donc vous avez une bonne raison d'être, une bonne raison d'exister, et que vous savez pourquoi vous êtes là et quelle est votre mission, et bah, je pense vraiment que ce sera beaucoup plus bénéfique de vous créer un univers de marque qui soit ultra singulier. C'est le cas de Juliette, c'est pour ça que j'ai mis cet exemple. Ou même Merci Andy, qui, au final, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître au départ. C'est ok, le gel hydroalcoolique, c'est pas obligé d'être moche et de puer. Bah, c'était ça quand même leur postulat de départ. Et donc aujourd'hui, ils ont une marque qui est à part. Juliette, on va voir ce qu'ils vont donner parce qu'ils sont tout jeunes, mais moi je suis assez convaincue qu'ils sont très très bien partis. Donc voilà, essayez pas de faire forcément comme tout le monde. Ce qui plaît aux consommateurs d'aujourd'hui, c'est plus les valeurs que vous allez incarner et pourquoi vous existez que de ressembler à tout le monde. La communauté, donc là, tous les sujets sont interconnectés, on retombe un peu sur ce qu'on disait. C'est hyper important pour les DNVB, elles fédèrent les consommateurs autour de leur marque. Pourquoi elles y arrivent? Parce qu'elles ont des engagements forts, des valeurs qu'elles portent et un univers de marque dans lequel les consommateurs vont se retrouver. Là où je veux insister, c'est qu'une communauté, c'est pas forcément 1 milliard de followers sur Instagram. Et ça, c'est vraiment une erreur de penser que parce que vous avez plein de followers, c'est top. Et je l'ai entendu 1 million de fois dans les grands groupes alors, comment on fait pour passer de X followers à le double de followers? En fait, on s'en fout. Enfin, pourquoi tu veux le double? En fait, et il faut vraiment vous poser la question parce que, à part faire joli dans les reportings qu'on file à la direction, ça n'a pas de sens profondément si on le dit juste comme ça. Plus on a de followers, plus on a une audience. Et encore que, maintenant, on en revient, et notamment avec les mises à jour d'iOS 14, pardon, mélange de genres, des algos de Instagram, enfin de Meta, toucher sa communauté, c'était vrai il y a très longtemps. Je crois que les derniers chiffres, c'était 10% en moyenne, c'est-à-dire que vous faites un post sur votre groupe Facebook ou votre page Instagram, je crois qu'il y a une personne sur 10 max qui le voit. Enfin, vous allez dépenser énormément d'argent pour pas grand-chose. Donc, c'est quoi une communauté? Une communauté, c'est un groupe de personnes qui vont partager vos valeurs d'entreprise, votre vision d'entreprise et pourquoi vous êtes là. Donc, si je reprends Juliette juste avant, c'est des personnes qui vont se dire, OK, j'ai envie d'avoir c'est dans mes valeurs d'avoir une consommation plus respectueuse de la planète. Et en plus, bah, j'adhère vachement à leur univers, je les trouve sympathiques, un peu de la même manière que Michel Augustin, qui était un peu dans le discours là-dessus, précurseur. Donc, une communauté, c'est ça. Une communauté, donc vous pouvez la fédérer et l'animer donc sur des réseaux sociaux, mais pas seulement. J'ai mis Cézanne en exemple parce que Cézanne, je veux dire, les femmes qui achètent du Cézanne, c'est une communauté. Elles vont le revendiquer, elles vont avoir. J'ai mis le tote bag qui était, c'est pas le premier, mais un des premiers tote bags de la marque. Donc c'était offert avec les livraisons de vêtements Cézanne. Et les nanas étaient hyper fières dans la rue de porter leur tote bag Cézanne et de dire j'ai acheté, je fais partie du genre de femmes qui achètent Cézanne. Et ça, c'est une marque communautaire, de porter de la même manière que
quand on porte un vêtement avec la marque écrit en gros, c'est qu'on est content de se dire ah bah, j'appartiens aux gens qui achètent cette marque. Donc je vais le dire au reste du monde et du coup, bah, je vais me sentir très proche de cette marque. Donc l'idée, quand on monte une communauté, donc Cézanne, c'est un premier point, c'est de créer un affect et un lien avec la marque ou dans la projection que le consommateur va avoir de lui-même quand il utilise oui, quand il utilise votre marque, que ce soit un produit ou un service. Et ensuite, ça va être de voir comment vous pouvez l'animer, la fédérer. Donc, effectivement, les réseaux sociaux, au départ, c'est le but. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser. Au contraire, il faut les utiliser. C'est là pour ça. Il faut l'animer. Mais encore une fois, il faut l'animer avec du sens. Et souvent, c'est pas faire le truc le plus beau, c'est faire le truc le plus utile et qui va dans le sens de la marque. Là, le troisième point, c'est Même, qui est une marque de cosmétiques qui a été créée pour les femmes qui sont atteintes ou qui sont en rémission de cancer. Donc, de base, c'est une communauté. Hein. Les femmes qui ont eu le cancer, c'est une communauté. Donc, elles vont parler dans cette communauté. Et là, c'est sur leur page Instagram. Elles disent que voilà, le droit à l'oubli passe de 10 à 5 ans. Donc, en fait, c'est pour... Enfin, bon, c'est un peu technique, mais c'est une très, très bonne nouvelle pour le cancer. Je ne vais pas l'expliquer là, mais l'idée, c'est de se dire, OK, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui sont communiqués, donc je vais le partager. Et donc, du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont réagir naturellement, qui vont interagir avec la marque parce que c'est un sujet qui a du sens. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de vos produits sur vos communautés, parce que vous êtes un business et qu'il y a un moment, vous êtes là aussi pour faire de l'argent. Mais ça veut dire que ça ne peut pas être que ça, et ça ne peut pas être que de la pub. Si vous voulez créer une communauté, il faut aussi parler de sujets qui ont du sens pour vous, en tant que marque, et qui, du coup, vont résonner auprès de votre communauté. Et le conseil que je peux donner là-dessus, surtout si vous êtes en création de marque, c'est de comment dire, de posséder votre communauté. Sur les réseaux sociaux, souvent, votre communauté, elle ne vous appartient pas. Elle appartient au bon vouloir des algos. C'est-à-dire que si le reach, qui est le cas, a complètement chuté en 5 ans, du coup, quand vous cassez la tête à faire un post et qu'en fait, il n'y a même pas une personne sur 10 qui le voit, on ne peut pas dire que votre communauté, elle vous appartient. En revanche, elle vous appartient en newsletter, par exemple. Si communiquer avec votre communauté via des newsletters, c'est génial parce que la donnée, elle est à vous et personne ne peut vous empêcher de communiquer là-dessus. Et si c'est intéressant, normalement, votre communauté est contente de recevoir les newsletters et interagit dessus et ça se mesure et c'est important. Vous pouvez créer des... C'est très vieillot, mais ça revient vachement parce que ça a du sens. C'est des forums de communautés fermées où les gens peuvent communiquer entre eux. Pour les marques les plus tech, il y a Slack. Ils créent des Slack dédiés. C'est le cas de Lyon et de Maria School, où on a notre Slack de personnes qui ont suivi de la formation. Donc, c'est une communauté, elle doit, ou Discord, effectivement, votre communauté, elle doit vous appartenir. Vous devez être sûr que vous pouvez communiquer avec elle quand vous le souhaitez. Donc, ne bâtissez pas toute votre stratégie sur les réseaux sociaux. Il faut les utiliser parce que c'est fait pour et que les réseaux sociaux, c'est aussi une vitrine de votre marque. Donc, il faut être présent dessus, on est bien d'accord. Mais ne mettez pas tout dessus et que là-dessus, surtout. C'est ce que je veux dire. Alors, il y a une première question dans le chat. Y a-t-il une manière plus précise pour toucher à la nouvelle génération et de les engager? Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'une génération Gen Z sera plus fidèle chez Glossier plutôt qu'une autre marque de cosmétiques? Est-ce que les newsletters fonctionnent réellement pour la dernière génération? Alors, pour la dernière génération, j'avoue que moi, j'ai beaucoup travaillé sur des marques qui étaient plutôt génération 25-30. Celle en dessous de 25, je sais que le réseau qui fonctionne, ça va être TikTok. Mais vous pouvez... Il y a WhatsApp aussi qui fonctionne bien sur cette génération, d'avoir des groupes business WhatsApp pour être... Alors après, c'est pareil, c'est de l'utilisation, il faut comprendre le réseau, pourquoi, comment et tout ça. Mais ça peut très bien fonctionner. Et ensuite, pour toucher la nouvelle génération et les engager, qu'est-ce qui fait que la Gen Z... Alors,
on peut pas, enfin, aucune marque ne peut garantir qu'un client va être fidèle à 100% et qu'il ne passera que par Glossier ou autre et jamais par une autre. En revanche, si votre client, il adhère à votre marque, à vos valeurs, et après, il y a un truc qui est essentiel et là qui ne relève pas du branding, c'est que votre produit, il faut qu'il soit bon. Enfin, je veux dire, non, mais ça paraît idiot, mais si à un moment, on vend enfin, tout ce qui était dropshipping notamment, qui fait venir, parce que le dropshipping, c'était un peu ça, hein, quand ça fonctionnait à fond, c'était très belle marque dès l'extérieur et produit de merde. Et du coup, bah, ça a fonctionné le temps que les consommateurs se rendent compte du produit. Et alors là, vous pouvez avoir le meilleur discours de marque du monde. Si votre produit il est nul et ça ne marchera pas. Mais si votre produit il est bon et que vous êtes cohérent dans votre discours de marque, dans vos valeurs et dans les actions que vous faites, normalement, le client, il n'y a pas de raison d'aller voir ailleurs. Je prends un exemple concret qui est dans un autre domaine. Si vous avez l'habitude d'aller dans un restaurant précis, en fait, tant que le restaurant il vous sert bien, qui correspond aux besoins que vous avez à ce moment-là, on n'a peut-être pas envie tout le temps de manger la même chose, mais de la même manière que votre produit répond à un besoin et pas d'autre, et que le personnel est toujours sympa, que la cuisine est toujours bonne et que vous êtes toujours bien accueilli, bah, en vrai, vous allez toujours y retourner, quoi. Le consommateur enfin, pas le consommateur, l'être humain est ultra feignant. C'est-à-dire que notre cerveau fait des raccourcis en permanence. Et d'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle la science de marque. C'est le fait d'associer un produit et donc une marque à un besoin. C'est-à-dire que, par exemple, oh là là, il fait un peu chaud, il est 15 heures, j'ai besoin de me désaltérer, hop, un Perrier. Bah, en fait, voilà, raccourci, mon cerveau, il va pas se dire ah ouais, mais peut-être que je pourrais prendre de la Badoit fine bulle ou de la Badoit machin ou je sais pas trop quelle autre marque. En fait, le cerveau, il est feignant, si l'option elle lui convient, il reprend la même chose. C'est-à-dire qu'à moins que votre produit il soit dévalorisé, ou alors vous avez un concurrent qui rentre et que du coup il y a du bouche à oreille sur un produit qui répond aux mêmes besoins et qu'on dit hey, tu prenais le produit X, tu devrais vraiment vraiment essayer Y et que le produit Y il est plus convaincant. Mais voilà, après, ça, c'est des enjeux de business. Mais au niveau de la marque, ce qui est certain, c'est que tant que vous êtes cohérent, et je crois que pour moi, s'il y avait un mot, je crois que je le dis tout le temps, mais s'il y a un mot à associer à un bon branding, c'est de la cohérence. Si vous êtes cohérent, de A à Z, si votre raison d'être, vos valeurs, les bénéfices que vous proposez à vos consommateurs, que ce soit émotionnels ou fonctionnels, et votre identité, les messages que vous délivrez, l'expérience que vous permettez à vos consommateurs, elle est cohérente sur tous les points. Il n'y a pas de porte de sortie, en fait. Il n'y a pas de raison d'aller se casser la tête et aller chercher un autre produit. Et je suis sûre que chacun de vous, vous pouvez penser à plein de produits et de marques que vous achetez en réflexe. Enfin, quand vous allez acheter vos yaourts, je ne pense pas que vous recomparez à chaque fois les 150 références. Vous prenez les mêmes ou alors il y a une promo et donc voilà, là, on est sur les enjeux business qu'on rencontre, dont on parlait tout à l'heure, où vous dites, ah bah tiens, je vais peut-être essayer autre chose. Mais sinon, 90% du temps, vous revenez exactement sur la même référence. Ouais. Et juste pour compléter, je vois que le temps file, donc je te laisserai passer à la partie 5, mais juste pour compléter, je pense qu'il y a aussi une notion, je sais que tu en parles souvent et tu comptais peut-être en parler après, mais sur la notion de communauté, tu as aussi un attachement fort à la marque, comme tu l'as déjà dit avant. Et par exemple, des marques comme, alors j'ai Merci Andy qui me vient en tête, mais il y a sûrement plein d'autres marques qui le font, mais de vraiment engager l'utilisateur dans la création de produits. Donc, en fait, d'utiliser sa communauté dans la création des nouveaux produits. Parce qu'en fait, si moi, personnellement, si on vient me chercher et qu'on me dit Hello Zoé, en fait, tu es une de nos plus fidèles clientes, viens réaliser un test produit. On aimerait avoir ton avis sur le prochain gel qu'on est en train de sortir. Bah, honnêtement, je me sens hyper fière. Je me dis mon avis compte et du coup, je pense que ça engage encore plus le consommateur. Et du coup, sur cet aspect communauté, c'est vrai que c'est un gros utiliser sa communauté dans la création des produits, leur demander leur avis, etc. C'est très précieux aussi, je pense, et qu'il y a beaucoup de marques qui l'utilisent.
Effectivement, dans la communauté, il y a deux sous-parties que je n'ai pas forcément abordées. Donc, la co-création avec la communauté, donc hyper important. Il y a énormément de marques, ça fait partie des petites techniques un peu pirates qui lancent des produits qui n'existent pas, Ouais. juste pour voir comment ça prend en fait. Est-ce que le marché répond? Est-ce qu'il y a un besoin, pas de besoin? Et qui vont creuser, ok, pourquoi ça marche pas assez bien? Qui vont du coup tester d'autres arguments, d'autres formulations pour voir qu'est-ce qui a le plus de sens, qu'est-ce qui répond le mieux. Donc la co-création, hyper important aussi. Et effectivement, un autre sujet auquel ça me fait penser, c'est la notion d'ambassadeur de marque. Ça, c'est un super moyen de bâtir et de renforcer sa communauté, c'est d'avoir des ambassadeurs qui ne sont pas forcément des influenceurs, et même mieux, pas des influenceurs aux multiples, moult followers qui sont souvent des robots ou des gens pas du tout en France. D'ailleurs, petit conseil sur les influenceurs, toujours regarder leur communauté avant de les engager et de voir un peu d'où ils viennent. C'est voilà, d'aller prendre en fait en ambassadeur des personnes lambda qui ont des petites communautés, pas très grandes, mais vaut mieux une personne qui parle de votre produit, qui le défend bec et ongle à 1000 personnes, qu'une nana qui a 100 000 followers, mais qui va dire ah bah en fait vous pourriez utiliser votre marque X, puis le lendemain comme Y l'a payé, bah, du coup vous pourriez utiliser Y. Vaut mieux avoir des ambassadeurs convaincus par votre marque qui vont travailler le bouche-oreille, un peu sur le modèle d'une réunion Tupperware. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est ce qui fonctionne. Enfin, je veux dire, Tupperware, ça a explosé, ça a explosé et ça continue de fonctionner. C'est exactement ça, hein, c'est communautaire. Donc, vous prenez des ambassadeurs de marque, vous pouvez même les faire de la rétribution. Vaut mieux avoir plein de petits. Alors, c'est un peu plus de gestion, mais des personnes qui vont défendre votre marque. Et c'est comme les parents avec les enfants, vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui parle de bien, en bien de vous que vous. Ça a toujours plus de force. Je passe à l'expérience avant que le temps soit imparti. Donc là, on revient un peu, j'en parlais sur l'identité, c'est de faire vivre la même expérience de marque sur tous les touchpoints de la customer journey. C'est-à-dire que peu importe où votre client en est, si c'est un client, si c'est un prospect, peu importe le touchpoint, il est la même expérience. Donc que ce soit en delivery, donc là on a de l'Air Chef Cub, ou, enfin, je sais pas que c'est le premier que j'ai trouvé, mais vous voyez, quasiment toutes les DNVB ont des packaging de delivery hyper personnalisés, avec toujours le petit mot sympa qui va créer le lien, ou le petit manuel en plus, par exemple, sur des compléments alimentaires qui va expliquer exactement ce que fait tel actif, ou quelle routine vous devriez avoir pour bien compléter le, voilà, ça va un peu plus loin que juste le produit ou l'explication du produit, ça va dans tout l'univers qui tourne autour. Ça va être donc voilà, l'expérience de marque qui est renforcée au moment de la réception du produit. Ça va être quand les DNVB, donc on parle beaucoup maintenant d'ONVB, enfin, ça fait un petit moment que le terme est sorti, mais c'est le fait qu'elles sont omnicanales, que maintenant, c'est pas que sur Internet, mais elles vont aussi en retail, donc soit en propre, soit en wholesale. Mais peu importe en fait là où elles ont leur identité qui est très forte, qui reste très marquée. Donc là, c'est une boutique Horace, qui est une marque de cosmétiques pour hommes, qui a une identité très forte et qui se retrouve dans leur boutique. Ou Bergamote, pareil, qui a une livraison qui a un peu changé le packaging de livraison des bouquets de fleurs pour s'assurer que vraiment les fleurs arrivent intactes dans le bouquet des heureux receveurs. Donc voilà, l'expérience de marque, je pourrais en parler pendant des heures tellement il y a de possibilités et de sujets, puisque comme je disais, c'est sur tous les touchpoints. Donc on a parlé un peu du SAV, de l'expérience tout à l'heure avec le SAV. C'est l'expérience, c'est du packaging en soi du produit. Pareil, comment il est en accord avec vos valeurs. Enfin, si vous avez des valeurs, parfois on a des choses, des marques qui se disent éco-responsables et en fait leur packaging, il y a 12 surpacks. Enfin, c'est pas possible, ou voilà, faut que tout soit, encore une fois, on revient sur la cohérence, peu importe le touchpoint que vous avez. Et du coup, maintenant, c'est notre moment question-réponse, où il me reste quelques petites minutes
si vous avez, si vous voulez qu'on approfondisse ou si vous avez un feedback, je n'ai pas fait beaucoup de webinaires, donc je suis toujours preneuse de savoir si ça vous a... Est-ce que c'est les mêmes principes peuvent s'appliquer aux entreprises de services? Oui, tout à fait. Et je le recommande. Souvent, les entreprises de... C'est une très bonne question, Fabrice. Souvent, on se dit, bah, je suis un service et du coup, c'est pas du tout la même manière de gérer la marque que pour un produit. Et en fait, moi, je vois le service comme un produit. Et du coup, il faut vraiment le penser de la même manière. Pour moi, c'est exactement la même démarche. Et justement, les entreprises de services, c'est toujours un peu flou. Ils ne savent pas trop. Et en fait, si vous arrivez à packager votre service de la même manière que vous le feriez pour un produit, souvent, vous allez créer beaucoup plus de sens autour du service. Ça va être beaucoup plus... je suis désolée, je ne trouve plus mes mots. Ça va être beaucoup plus audible pour le consommateur, le service que vous proposez. Donc oui, vraiment, faut le faire. Effectivement, tu avais donné l'exemple de l'hôtellerie, mais je pense aussi, par exemple, à Alan, avec tout leur univers incroyable. Donc, Alan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le milieu des assurances mutuelles, tout ça. Et en fait, ils ont, plutôt pour les... enfin, non, pour toute cible. Et ils ont vraiment un univers, ils ont un branding très fort avec un petit... ils ont gardé le mythe, d'ailleurs, autour de ce petit... phoque, nounours, je sais pas trop, mais c'est un petit bonhomme très très mignon. Et même quand on reçoit sa carte, c'est-à-dire que c'est une expérience. Franchement, moi j'ai ouvert ma carte à l'âne, on vit une expérience rien qu'en découvrant sa carte, alors que ça n'a rien de... C'est pas un univers qui est très, très... alors sexy, mais je veux dire très... ouais, voilà. Donc non, les services, au contraire, c'est peut-être un challenge, mais d'autant d'autant plus fort. Et tu as une Et dernière question, je crois, de... Oh, pardon. ouais, les services, tu as effectivement donc Hélène, bah, justement, qui va challenger. Alors là, c'est plutôt plus qu'une startup, enfin plus qu'une DNVB, c'est vraiment une Ah startup qui oui, va oui, aller oui. challenger le statu quo, en fait, se dire, mais attends, pourquoi les mutuelles, ça doit être hyper compliqué, hyper chiant? Bah non, en fait, on va un peu simplifier tout ça et rendre ça un peu plus fun. Tu avais WeMaintain aussi dans les ascenseurs. Ouais. Pareil, qui va recréer de la valeur sur toute la chaîne en donnant plus de place aux mécaniciens et qui va rendre ça beaucoup plus audible, beaucoup plus transparent. Enfin, il y a plein d'exemples, mais oui, effectivement, pour les services. La différence entre le co-branding et le co-marketing, euh, alors je botte un peu en touche. Très honnêtement, je sais pas trop ce que tu entends en fait dans co-branding et co-marketing. Euh, Maintenant, tu veux prendre le micro pour je que... pense que c'est peut-être sur si co-branding, tu veux dire par rapport à le faire avec la communauté. Alors, le co-branding, souvent, ça peut pas être fait avec la communauté, à mon sens, et je vais te dire pourquoi. Parce que pour moi, un vrai branding, ça part d'une vision très, très forte du fondateur. Et qui parfois ne sait pas mettre des mots dessus. J'avais fait un webinaire justement avec Louis de Merci Andy et je lui disais bah alors Louis, c'est quoi ton why quand tu as créé Merci Andy? Et il m'a dit bah attends, enfin, moi j'ai créé Merci Andy, j'avais pas du tout de why quoi. Mais en fait, il était tellement convaincu de. En fait, sa vision, il n'avait pas forcément mis des mots dessus, mais il savait où est-ce qu'il voulait aller. Donc, et c'est ce qui fait qu'une marque est forte, c'est que vous avez une conviction qui est forte. Donc pour moi, elle se fait en ce sens-là. Le co-marketing, donc la manière, donc quel produit, comment vous allez le vendre et tout ça, en revanche, ça peut être fait avec la communauté. Une dernière question, enfin, c'est plutôt une remarque qu'une question, mais Hugo qui demande justement, bah, tu as créé ta boîte. Est-ce que tu peux expliquer plus en détail comment tu accompagnes Alors effectivement, j'ai monté donc Substantia, qui est une agence de branding qui va aider les acteurs historiques, donc les marques historiques, celles qui existent depuis quelques années déjà, et qui ont souvent un patrimoine culturel très fort. C'est-à-dire que ils vont, je pense, j'en parlais tout à l'heure à Zoé, à Le Nôtre, qui a un super patrimoine culturel. Gaston Le Nôtre, le fondateur, encore une fois, grosse vision très forte. Il a réinventé la pâtisserie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ils ont un patrimoine magnifique et mon travail via l'agence que j'ai fondée, c'est de pouvoir aller retourner, si vous voulez, aux racines de ces marques, en extraire la substance pour pouvoir la magnifier, pour se dire, OK, donc en fait, votre vision qui était très forte, mais qui au fil des années, c'est un petit peu
un peu dilué au fil des différents services de communication, des différents PDG qui n'ont parfois pas eu toujours les mêmes visions. Donc, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de valeur dans votre héritage qu'on peut retransmettre aux générations d'aujourd'hui? Voilà, donc en gros, je vais accompagner sur toute la refonte de la plateforme, pour être très concret, sur toute la refonte de la plateforme de marque et la déclinaison de celle-ci.